Je n'avais pas prévu de sourire ce jour-là. Pourtant, c'est exactement ce que je fis. Un sourire lent, presque involontaire, qui naquit quelque part entre mes mâchoires et remonta jusqu'aux commissures de mes lèvres comme une vague tiède. Autour de moi, la file d'attente de la banque méridienne sentait la transpiration froide et le parfum bon marché. Derrière la vitre blindée, les caissières tapaient avec l'indifférence de gens qui ont cessé de se demander pourquoi les gens pleurent au guichet. Et lui, Thaddée, se tenait à 3 mètres devant moi, dos tourné, les épaules légèrement voûtées comme chaque fois qu'il mentait. Je connaissais ce dos par cœur. 16 ans de mariage vous apprennent à lire une colonne vertébrale comme un texte sacré. Mon téléphone avait vibré 40 minutes plus tôt. Ils ont bloqué ma carte, je n'ai pas d'argent. Tu peux virer quelque chose ? J'avais relu le message 2 fois, puis une 3e. Non par incrédulité, mais parce que je voulais graver chaque mot dans ma mémoire avec la précision d'une épitaphe. J'avais répondu « Je suis en route ». Ce que je n'avais pas précisé, c'est que j'étais déjà dans sa file. Tout avait commencé avec une odeur. Pas une trahison spectaculaire, pas un rouge à lèvres sur un col, pas un message retrouvé par hasard, juste une odeur. Quelque chose de végétal et de poivré, comme de l'encens mélangé à de la sève de cèdre, qui s'attardait dans les fibres de sa veste un jeudi soir de novembre. Une odeur que je ne portais pas. Une odeur que personne dans notre appartement ne portait. J'avais posé la veste sur le dossier de la chaise et j'avais continué à préparer le dîner. Les gens imaginent toujours que la découverte d'une infidélité ressemble à une explosion. Un éclair, une fracture nette, la vie qui se divise en avant et après. Mais pour moi, ce fut l'inverse. Une contraction lente, une fermeture progressive, comme une anémone de mer qui sent le danger et se rétracte sur elle-même centimètre par centimètre, sans bruit, sans drame apparent. Je ne dis rien ce soir-là. Je ne dis rien les soirs qui suivirent. J'observais. J'avais toujours eu cette faculté. Ma mère appelait ça de la patience, mon frère appelait ça de la froideur. Et Thaddée, qui ne me connaissait manifestement pas aussi bien qu'il le croyait, appelait ça de la naïveté. Erzuline ne voit que ce qu'on lui montre, avait-il dit un jour à son ami Corbelan, lors d'un dîner où il croyait que j'étais dans la cuisine. Elle est trop dans sa tête pour regarder autour d'elle. J'avais souri dans mon verre de Riesling ce soir-là aussi. Son nom à elle, je le connus 3 semaines après l'odeur de cèdre. Vespérine. Pas un prénom ordinaire. Cela m'avait presque déplu. J'aurais préféré quelque chose de plus banal, de plus remplaçable. Mais Vespérine Solbach avait 31 ans, travaillait dans l'importation de matières premières textiles et possédait un compte dans la même banque que mon mari depuis 19 mois. Je le sus parce que je possédais encore les identifiants du coffre numérique familial, celui que Thaddée avait créé pour centraliser nos finances, selon ses mots. Il y avait là les relevés de 3 comptes courants, 2 assurances-vie et un compte que je ne connaissais pas. Un compte ouvert en son seul nom, approvisionné par des virements réguliers en provenance de sa société de conseil. Des montants modestes au début, 300 €, 500, qui avaient progressivement grossi jusqu'à atteindre des sommes que je préfère ne pas écrire, parce que certains chiffres font mal différemment selon l'heure à laquelle on les lit. Je n'avais rien imprimé, rien sauvegardé, rien montré à personne. J'avais attendu. Ce que peu de gens comprennent avec l'attente, c'est qu'elle n'est pas passive. L'attente véritable est une forme d'action souterraine. Elle creuse, elle repositionne. Elle prépare le terrain pour quelque chose que vous êtes seul à voir venir. Pendant que Thaddée continuait à rentrer avec son parfum de cèdre et ses histoires de réunions tardives, je restructurais lentement, méthodiquement, tout ce qui nous appartenait en commun. J'avais consulté Maître Aldoven, une avocate spécialisée en droit patrimonial que ma collègue Brunisund m'avait recommandée à voix basse, comme on recommande un médecin pour une maladie dont on n'ose pas prononcer le nom. Maître Aldoven avait des yeux gris et un débit de parole chirurgical. Elle m'avait écouté 20 minutes sans m'interrompre. Puis elle avait posé son stylo et dit
Vous avez bien fait de ne rien toucher. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Les semaines qui suivirent furent étranges de normalité. Je cuisinais. Je riais aux blagues de Thaddée. Je l'embrassais sur la joue en partant travailler, et chaque soir en silence, je documentais, je signais, je transmettais. Il y avait quelque chose de presque beau dans cette période, une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des années. Comme si la trahison, en m'arrachant à l'illusion du bonheur, m'avait rendu l'usage entier de moi-même. Et puis vint ce mardi. Je ne sais pas encore si c'est le hasard ou quelque chose de plus vaste qui me plaça dans cette file, ce jour-là, à cette heure précise. Maître Aldoven m'avait demandé de récupérer en agence un document notarial que la banque conservait dans ses archives. Une formalité, 1 heure au plus. J'avais pris rendez-vous pour 14 heures. Il était 13h52 quand j'entrai dans le hall de la banque méridienne et vis les épaules de mon mari. Il ne m'entendit pas entrer. La moquette étouffait les pas, et Thaddée avait de toute façon l'habitude de ne pas regarder derrière lui. Je me plaçai dans la file générale, 2 personnes entre nous, et j'attendis. Son téléphone était posé dans le creux de sa main gauche. Je voyais l'écran depuis mon angle, pas assez pour lire, mais assez pour voir qu'il tapait vite, avec cette légèreté caractéristique des gens qui pensent ne pas être observés. Puis il leva les yeux vers le guichet numéro 4, hocha légèrement la tête et avança d'un pas. Mon téléphone vibra. Ils ont bloqué ma carte, je n'ai pas d'argent. Tu peux virer quelque chose ? Je regardais l'écran, je regardais son dos. Je regardais à nouveau l'écran, et je souris. Il ne vira pas une somme modeste. Je le vis. La posture légèrement penchée, les 2 mains posées sur le comptoir comme quelqu'un qui veut s'assurer que la transaction passe bien, que rien ne cloche. La caissière, une femme aux cheveux noués hauts que j'avais vue plusieurs fois sans jamais lui parler, tapait avec une régularité mécanique. Puis elle s'arrêta, dit quelque chose. Thaddée se redressa légèrement, acquiesça, sortit une carte d'une poche intérieure. Pas la carte qu'il m'avait décrit comme bloquée. Une autre carte. Couleur anthracite, sans logo apparent. Le genre de carte liée à un compte que l'on ne mentionne pas lors des déclarations d'impôts communs. Je sentis quelque chose se cristalliser dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus dense. La confirmation absolue produit cet effet-là. Elle ne brûle pas, elle leste. Je fis un demi-pas en avant, instinctivement, comme si mon corps avait décidé avant mon cerveau qu'il était temps d'en finir. C'est à ce moment précis que je sentis une pression légère sur mon avant-bras. Je me retournai. L'agent de sécurité était un homme d'une 50aine d'années, crâne rasé, mâchoire large, avec des yeux d'un brun très sombre qui ne correspondaient pas à son expression. Il n'avait pas l'air d'un homme qui effectue une tâche de routine. Il me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, comme s'il savait exactement qui j'étais et pourquoi j'étais là. Il inclina légèrement la tête vers moi et murmura, si bas que je dus me pencher pour entendre. Il vaut mieux attendre. Le compte qu'il vient d'utiliser est en réalité sous surveillance depuis 6 semaines. Je crois que je cessais de respirer pendant 3 secondes complètes. L'agent, son badge portait le prénom Ossiane, ne bougea pas. Il gardait les yeux dans la direction de Thaddée, mais son attention était entièrement tournée vers moi, comme s'il attendait de voir si j'allais m'effondrer ou tenir debout. Je tins debout. « Quel type de surveillance ?» demandai-je, et ma propre voix me surprit, posée, presque clinique. Ossiane hésita une fraction de seconde. Il n'était pas censé parler, c'était visible. Mais il continua quand même, et je compris plus tard pourquoi. Cellule financière régionale. Mouvements atypiques sur plusieurs comptes liés à la même entreprise écran. Votre mari n'est pas le seul concerné. Entreprise écran. Je connaissais ce mot. Maître Aldoven l'avait utilisé lors de notre 3e entretien, avec la même neutralité qu'on emploie pour des termes techniques. Cadastre, main levée, soult. Elle m'avait expliqué que les virements en direction de Vespérine Solbach transitaient par une structure immatriculée dans un département d'outre-mer.
une micro-société créée 18 mois plus tôt, dont l'objet social était, selon les documents officiels, le conseil en optimisation logistique. À l'époque, j'avais noté l'information sans en mesurer la totalité. Maintenant, dans le hall de la Banque Méridienne, avec Ossian à 30 cm de moi et Thaddée à 3 mètres, je commençais à voir l'architecture complète. Ce n'était pas juste une liaison. C'était autre chose. Thaddée se retourna. L'espace d'une seconde, une seconde suspendue, dilatée, comme ces instants dans les accidents où le temps se décompose en couches, nos regards se croisèrent. Il pâlit. Non pas d'un pâlissement progressif, d'un coup, comme si on avait éteint quelque chose derrière ses yeux. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Je le regardais refermer la main sur son téléphone avec un réflexe absurde, comme si le cachet pouvait effacer ce qu'il venait de faire. Je ne dis rien. Je ne m'approchai pas. Je le regardais simplement, avec ce sourire qui était revenu sur mes lèvres sans que j'en ai donné la permission. Ce sourire que ma mère appelait de la patience, mon frère de la froideur, et que Thaddée, j'en étais sûre à présent, n'avait aucun nom pour désigner. Il fit 2 pas dans ma direction, s'arrêta. « Erzuline, tu es là pour… » « Mon rendez-vous de 14 heures, dis-je. Et toi ? » La question était inutile. Nous le savions tous les deux. Mais les questions inutiles ont parfois une utilité précise. Elles laissent à l'autre le soin de choisir entre la vérité et un nouveau mensonge. Et ce choix en dit plus long que n'importe quelle réponse. Thaddée choisit le silence. Ossian derrière moi ne bougea pas. Ce qui se passa dans les 48 heures suivantes ne ressembla à rien de ce que j'avais imaginé. Je m'étais préparée à une confrontation, à des larmes peut-être, aux négociations mesquines des séparations. Qui garde l'appartement de montagne, qui reprend les parts de la société commune, qui paie la pension alimentaire pour un mariage sans enfant, mais avec 16 ans de patrimoine enchevêtré. Je m'étais armée pour une guerre d'usure. Ce qui arriva fut plus rapide et plus radical. Le lendemain matin, 2 hommes en civil se présentèrent au bureau de Thaddée. Je l'appris par Corbelan, le même qui avait ri de ma naïveté des années plus tôt, qui m'appela, voix blanche, pour me demander si je savais quelque chose. « Très peu », répondis-je honnêtement. Ce que j'appris ensuite, par fragments, par recoupements, par les conversations à mi-voix de maître Aldoven au téléphone. L'entreprise écran n'était pas uniquement un dispositif de dissimulation conjugale. Elle était liée à un réseau de sous-facturation impliquant plusieurs sociétés du secteur textile, dont celle où travaillait Vespérine Solbach. Des fonds détournés, réinjectés, blanchis en plusieurs étapes à travers des comptes dans 3 pays différents. Thaddée n'en était peut-être pas l'architecte, mais il en était un maillon suffisamment visible pour intéresser la cellule financière régionale depuis, selon Ossian, 6 semaines. 6 semaines. Pendant que je documentais ces infidélités conjugales, d'autres personnes documentaient quelque chose d'infiniment plus grave. Je ne sus jamais exactement pourquoi Ossian m'avait parlé ce jour-là. Ce n'était pas son rôle, ce n'était pas son protocole. Peut-être avait-il vu quelque chose sur mon visage, cette contraction lente que je décrivais tout à l'heure. Et avait-il voulu m'éviter de commettre un geste qui aurait alerté Thaddée au mauvais moment, qui aurait compromis une procédure en cours? Peut-être simplement avait-il eu pitié. Je ne lui posai pas la question. Lors de la seule autre fois où je le revis, plusieurs semaines plus tard, dans ce même hall, où je venais clôturer un compte commun, il me salua d'un signe de tête bref, comme 2 personnes qui partagent un secret qu'aucune des 2 n'a besoin de nommer. Ce que j'emporte de tout cela n'est pas la satisfaction que l'on imagine. Les gens, quand ils entendent cette histoire, et peu l'ont entendue entière, seulement des fragments selon ce que je choisissais de confier, supposent que je ressentis un triomphe. Une revanche spectaculaire. La justice narrative dont les films nous ont appris à attendre le surgissement au bon moment, avec une musique adéquate, et un plan serré sur le visage de celle qui a eu raison. Ce ne fut pas cela. Ce que je ressentis, debout dans le hall de la Banque Méridienne pendant que Thaddée cherchait ses mots et ne les trouvait pas,
ce fut quelque chose de bien plus étrange et de bien plus durable. Une légèreté. Comme si 16 ans de poids, pas seulement la trahison, pas seulement les mensonges, mais aussi ma propre complaisance, ma propre manière d'avoir regardé ailleurs quand regarder en face était trop exigeant, s'était détaché de mes épaules en une seule expiration silencieuse. Je n'avais pas gagné contre Thaddée. J'avais simplement cessé de perdre contre moi-même. L'appartement est calme maintenant. Il y a une lumière particulière le matin, en hiver, quand le soleil arrive bas par les fenêtres du salon. Une lumière oblique, dorée, qui ne ressemble à aucune autre heure de la journée. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué avant. Je n'avais pas le temps, ou je n'avais pas les yeux disponibles pour ce genre de détails. Brunisend est venu dîner la semaine dernière. Nous avons parlé jusqu'à 1 heure du matin, de choses qui n'avaient rien à voir avec Thaddée, ni avec la Banque Méridienne, ni avec Vespérine Solbach et son entreprise Écran. Nous avons parlé de livres que nous avions lus adolescentes, d'un voyage qu'elle voulait faire en Islande, du fait que ma plante grasse sur le rebord de la fenêtre avait survécu à 16 ans de négligence et méritait peut-être davantage d'attention. Maître Aldoven m'a envoyé un document à signer la semaine dernière. Un dernier document. Le mot « dernier » avait quelque chose d'étrangement musical. Je l'ai signé sans trembler. Puis je suis allée arroser la plante. Je ne sais pas ce que vous emporterez de cette histoire. Peut-être la mécanique froide d'une femme qui a attendu le bon moment. Peut-être l'absurdité d'un homme qui envoie un SMS à sa femme depuis le guichet où il détourne de l'argent pour sa maîtresse. Peut-être simplement l'image d'Ossione, crâne rasé, yeux sombres, une main légère sur un avant-bras, murmurant les 6 mots qui changèrent l'architecture de tout. Moi, ce que j'emporte, c'est le sourire. Pas le sourire de la victoire, l'autre. Celui du début, qui était venu sans permission, qui n'avait rien d'amer ni de vengeur, mais qui ressemblait, dans sa texture exacte, à ce que l'on ressent quand on comprend enfin une phrase que l'on avait lue 100 fois sans la saisir. Ce sourire-là, je l'ai gardé. Le reste, je l'ai laissé dans la file d'attente. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, likez, partagez et abonnez-vous. La prochaine pourrait changer votre façon de voir ce que vous croyez déjà savoir.